Ravi de vous retrouver bien sûr en ce dimanche pascal. Joyeuse Pâques à tous les téléspectateurs de CNews qui nous regardent. Le point sur l'information, c'est avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Donald Trump semble repousser son ultimatum fixé à l'Iran à mardi 20h, heure de Washington. Il déclarait précédemment sur Fox News qu'il existait de bonnes chances de parvenir à un accord demain. Le président presse Téhéran à rouvrir le détroit d'Ormuz. Le cas échéant, les États-Unis menacent de détruire des ponts et des centrales électriques à travers l'Iran. Au nord d'Israël, à Haïfa, un immeuble résidentiel de 7 étages a été touché par un impact direct de missiles iraniens. Les dégâts sont impressionnants. Au moins 4 blessés sont à déplorer. Parmi eux, un bébé de 10 mois, un octogénaire extrait des décombres et grièvement touché. 3 autres personnes sont portées disparues. Et puis présent dans le sud du Liban, le chef d'état-major israélien Eyal Zamir promet d'intensifier les opérations contre le Hezbollah. Depuis le 2 mars, plus de 1000 terroristes ont été éliminés. Selon lui, le lieutenant général a effectué aujourd'hui une tournée dans la région de Ras el Bayada, le point le plus au nord du sud du Liban, où des soldats israéliens opèrent actuellement. Si Isabelle pour le point sur l'information. Véronique Jacquier est avec nous. Joyeuse Pâques, chère Véronique. Merci. Ravi de vous retrouver. Joachim Le Floch-Imad, Jules Torres et Marc Varnaud. Bonsoir à tous les trois. On va commencer avec 2 séquences sur France Inter, le fruit d'un entretien avec le ministre Vincent Jeanbrun. Alors vraiment, mais c'est pas grave. France Inter, j'ai regardé sur la page Twitter, ils se sont bien gardés de mettre ces 2 séquences sur leur page Twitter. Mais la chance, c'est qu'il y a le replay sur la page de France Inter, un entretien qui dure une 50aine de minutes. Et Vincent Jeanbrun, le ministre des Transports, était donc l'invité ce midi de questions politiques. Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, n'est pas tombé dans le piège des journalistes. Écoutez attentivement le climat. C'est un entretien ou c'est une garde à vue? C'est un entretien ou c'est un procès? Pourquoi je vous dis il ne tombe pas dans le piège? Parce que on a bien compris après la semaine de manipulation et d'attaque contre CNews, désormais, si vous n'êtes pas dans la ligne de la France Insoumise, vous allez être taxé de facto de raciste. Et on va dire à Vincent Jeanbrun, mais pourquoi vous n'y étiez pas hier? Pourquoi vous n'étiez pas aux côtés de monsieur Bali Bagayoko? Il va répondre avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Vous allez écouter attentivement les réactions des journalistes présentes autour du plateau, et il ne va pas sortir de cette ligne, tout en gardant cette ligne extrêmement calme. Il dit évidemment qu'on lutte contre toutes les formes de racisme. Bali Bagayoko, et il a eu raison de le rappeler, il a reçu des lettres visiblement odieuses, des appels, des menaces. Il faut les condamner, mais il n'est pas tombé dans le piège. Vincent Jeanbrun, première séquence. Pourquoi est-ce que vous n'y étiez pas, par exemple? Parce que c'était pas ma place, mais le sujet, si la question qui nous est posée, c'est est-ce que nous sommes pleinement mobilisés pour lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination, la réponse est oui. Moi, c'est tout l'ADN de mon engagement politique depuis toujours. Et qu'est-ce que vous lui dites personnellement à lui qui a été maire et qui a été quand même victime de propos racistes? Je considère mais je ne tolère aucun propos raciste. Aucun. Et quand j'entends qu'il aurait reçu des courriers, qu'il aurait reçu des tweets, qu'il aurait reçu des messages, je condamne ces messages et là-dessus j'apporte ma solidarité à tous les maires qui sont victimes quotidiennement de ce genre d'insultes. Mais je l'invite à dire aux membres de son propre parti de ne pas faire exactement la même chose avec d'autres formations politiques. Quand pendant les campagnes municipales, les sympathisants LFI, les militants LFI, les candidats LFI ont traité tout ce qui n'était pas d'eux, tout ce qui n'était pas LFI d'extrême droite, voire de raciste, je pense pas qu'il pacifie notre société. C'est la même chose, vous les renvoyez dos à dos? Les racistes et LFI, les militants LFI ou les sympathisants Je dis qu'il faut être cohérent et aller jusqu'au bout, que le nouveau maire de Saint-Denis, Pierre Fitt, a parfois une indignation à géométrie variable. On peut tous se retrouver pour condamner le racisme, mais dans ce cas-là, il faut condamner toutes les formes de violence politique aussi. Est-ce que vous avez entendu un seul responsable de la LFI condamner ce qui s'est passé à Fresnes? Un seul. Est-ce que vous avez un tweet de monsieur Mélenchon, du maire de Saint-Denis ou de tous ses petits camarades pour condamner les violences à ce moment-là? Pas un seul. Est-ce que c'est une raison pour que le gouvernement et ça me rappelle tristement les émeutes où vous aviez monsieur Mélenchon qui s'amusait à expliquer ce que les émeutiers avaient le droit de brûler ou pas brûler. Ces gens jouent avec le feu en permanence. Ces gens jouent avec le feu en permanence. Première goutte de sueur autour du plateau. Deuxième séquence, deuxième round, c'est coup sur coup, mais ça dure 5 minutes. C'est absolument passionnant. Vincent Jeanbrun.
je condamne toutes les formes de racisme, ça va de soi et c'est un combat historique pour moi. Mais ne nous cachons pas derrière ce combat pour les rendre incriticables et justifier tout ce qu'ils font. Il a dit sur une antenne de vos confrères, monsieur le maire de Saint-Denis, que la jeune garde, par exemple, menait un combat salutaire. Pardon. Non, mais là, on n'est pas du tout sur le même vocabulaire, quand même, Vincent Jeanbrun. Le maire de Saint-Denis, visiblement, sur une chaîne, CNews, on entend des mots comme homo sapiens, on entend grand singe. Est-ce que vous considérez que CNews, c'est une chaîne qu'il faut fermer? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il demande. Je ne considère pas qu'il faille fermer CNews. D'abord, c'est pas à moi de le dire, parce que on a l'Arcom. Vous êtes un homme politique. Et mais s'il y avait, s'il y avait nécessité. Mais encore une fois, je combats toutes les formes de racisme et toutes les formes de discrimination. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'il fasse le ménage aussi à l'intérieur de LFI, parce que il y a parfois d'autres formes de discrimination qui sont absolument intolérables. Ce n'est pas dans mes formations politiques qu'on fait des réunions où les blancs sont interdits parce qu'il faudrait faire des réunions uniquement entre racisés. C'est une autre forme de racisme. Donc il faut le dénoncer, ces discriminations, dans tous les camps politiques, et que chacun fasse le ménage chez soi. Mais à un moment donné, on peut être capable de dire non au racisme, non aux discriminations, et quel que soit l'élu frappé, et évidemment, y compris le maire de Saint-Denis, LFI, et en même temps, ne pas leur donner une espèce de carte blanche qui consisterait à dire que tous leurs propos excessifs, y compris des propos qui pourraient être jugés antisémites de la part de leur grand leader, Monsieur Mélenchon, d'un coup on n'a plus le droit d'en parler. Parce que c'est ça quand même la LFI aujourd'hui. Ça se passe sur France Inter. Ça se passe sur France Inter avec des journalistes qui perdent leur nerf parce que vous avez quelqu'un qui dit évidemment qu'il faut lutter contre le racisme. Mais moi je résume grossièrement, je tombe pas dans le piège de la France insoumise qui se présente comme les nouveaux porte-parole de la lutte contre le racisme, alors que on vient de vivre 2 années et demie, notamment sur les questions d'antisémitisme, où vous avez des élus qui seront peut-être devant la justice. Pour ne citer Krima Hassan, elle sera le 7 juillet prochain pour apologie du terrorisme. Elle est présumée innocente, bien sûr. Mais il n'est pas dupe, Vincent Jeanbrun. Mais sauf que vous avez un système. Et alors là, les journalistes, elle persénère. Elle dit, mais attendez, vous avez entendu sur CNews, on a dit homo sapiens. On a dit grand singe. Et elle tord la réalité, puisque Monsieur Dorido, vous l'avez entendu 1000 fois, il dit, nous sommes tous des grands singes. C'est différent, déjà. Donc, et puis il faut fermer CNews. Ah oui. Et les masques tombent, donc c'est le système. Et dans ces 2 séquences, vous avez le système médiatique qui se met en branle. La frontière entre journalisme et militantisme est assez poreuse, semble-t-il, lorsqu'on voit l'atmosphère de garde à vue qui règne sur ce plateau, lorsqu'on voit les biais idéologiques dans les questions, lorsqu'on voit l'insistance des journalistes. Concernant le rassemblement d'hier, je considère que Monsieur Jeanbrun a très bien répondu, dans la mesure où on n'avait pas un rassemblement qui visait à combattre le racisme, ce qui aurait été évidemment une démarche louable, même si le racisme, je le rappelle, est extrêmement minoritaire dans ce pays. On avait un pur meeting politique qui visait à diaboliser toute critique, non pas toute critique de l'immigration. Évidemment, personne ne ciblait les immigrés individuellement. Pourquoi dites-vous le racisme est minoritaire dans ce pays? Je pense qu'il est extrêmement faible. Si on prend toutes les comparaisons internationales qui sont faites, notamment via Euronews, on voit que la France, qui s'enorgueillit quand même d'avoir une tradition universaliste, n'est pas un pays raciste. C'est un des pays les moins racistes. Vous allez entendre dans un instant, parce que aussi c'est les séquences qui n'ont pas été diffusées dans ce meeting politique et non ce rassemblement citoyen, des intervenants qui nous expliquent qu'il y a une sorte de racisme d'État, d'accord, et que la police est raciste. J'imagine que Laurent Nunez va prendre la parole pour dire que ce sont des propos ignobles, lui, le premier flic de France. Mais restons sur ces 2 séquences, parce que vous essayez de fixer au sol les hommes politiques. Vous n'y étiez pas, mais vous êtes peut-être un peu raciste, en fait. Jules Torres. Non, mais déjà, je comprends, en écoutant ces échanges tendus, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui, le dimanche, préfèrent regarder le grand rendez-vous CNews Europe 1 plutôt que cette interview qui, objectivement, n'est pas une interview, qui est en effet plutôt un procès, qui est une sorte d'inquisition où on demande à un ministre en exercice pourquoi, finalement, lui qui a été quand même qualifié de fasciste, Monsieur Jeanbrun, par la France Insoumise lors des dernières élections, que ce soit les municipales, que ce soit les législatives d'avant où il avait remporté la députation à l'Île-et-Roses,
contre la France insoumise. Donc il ne va pas aller s'allier non seulement avec des personnes qui l'insultent de fascisme, hein. Ça, enfin, si Fabien Roussel, Olivier Faure, ils veulent continuer à aller avec Jean-Luc Mélenchon grand bien leur face, mais le sujet c'est est-ce que oui ou non on va combattre le racisme avec les alliés des islamistes, avec des personnes qui sont sans cesse accusées d'antisémitisme, avec des personnes qui brutalisent notre vie politique, qui applaudissent quelqu'un qui a été condamné pour violence conjugale, en l'occurrence M. Quatennens quand il est revenu à l'Assemblée nationale en 2024, qui banalise le fait que 3 collaborateurs parlementaires d'un député LFI sont impliqués dans la mort d'un jeune homme de 23 ans. Bah non, on peut pas aller dans une manifestation quand on est un petit républicain et quand il y a ce genre de personnalité en face. En filigrane, ce que j'ai compris, et je me trompe peut-être, Vincent Jeanbrun dit quoi? C'est les lettres, les insultes, les menaces contre Bali Bagayoko, et elles sont évidemment condamnables, et je les condamne, et il faut condamner toute forme de racisme. En revanche, toute la manipulation de la semaine que nous avons vécue, eh bien, je ne rentrerai pas, on ne tombe pas dans ce fameux panneau. Il parle de Fresnes, parce que lui-même, ancien maire de la Île-et-Rose pendant les émeutes, il avait été la cible, victime première de ces émeutes. Sa femme et ses enfants. Je me suis dit, mais pourquoi il parle de Fresnes, pourquoi il parle des émeutes? Et j'ai voulu chercher un peu sur le site, la page Twitter de Bali Bagayoko, des messages de soutien. J'en ai pas trouvé. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'est que pour Bali Bagayoko, les émeutes, c'était, ils mettaient des hashtags révolte populaire. Ils parlaient pas d'émeutes. On n'était pas face à des émeutiers, mais face à des révoltés. C'est intéressant. Si l'opération Unité Nationale permet de protéger les élus qui détruisent les services publics du quotidien, alors on échouera. Et vous voyez hashtag émeute, hashtag révolte populaire, hashtag quartier populaire. Alors, est-ce qu'il considérait que c'était des émeutes? Est-ce qu'il considérait que c'était des révoltes populaires? Il va falloir poser la question à monsieur Bali Bagayoko, qui est désormais le maire de Saint-Denis. Mais la France Insoumise avait une ligne différente de beaucoup de monde pendant les émeutes. La ligne différente, oui, c'était la ligne dictée par monsieur Mélenchon, je vous rappelle, qui avait dit qu'il fallait tout brûler, sauf les mairies et les écoles. À l'époque, il y avait beaucoup de gens, dont moi, qui avaient dit, mais attendez, mais appliquez le code pénal. Il appelle à l'insurrection, c'est 30 ans de prison et 300 000, je crois, d'amende. Rien, pas une plainte, rien du tout. Donc forcément, ensuite, il a appris à ses ouailles, à ses suiveurs, à tout LFI, de considérer que ces émeutes n'étaient pas des émeutes. Il avait prononcé cette phrase? Exactement. C'est fou. Je me souvenais pas. Moi, je me souvenais d'une phrase, c'était les chiens de garde appellent à la au calme, nous appelons à la justice. Je m'en souviens d'autant mieux que malheureusement je l'avais tweeté et ça avait fait des centaines de milliers de vues et que j'avais eu quelques ennuis derrière. Donc oui, je m'en souviens très bien. Autre déclaration du jour, celle d'Éric Zemmour, qui est interpellé là encore une fois sur la séquence et c'est sur BFM. Et, écoutez, puisque lui il dit mais je ne suis pas condamné, je ne condamne pas. Il ne faut pas couper une phrase. Ah, je ne condamne pas, je crois qu'on avait la direction. Je ne condamne rien du tout. Moi, je suis pour la liberté d'expression. J'ai écouté ce propos. Il ne faut pas couper une phrase qui était au milieu d'un ensemble. Véronique Jacquier. Oui, pour revenir sur le maire de Saint-Denis, on a vu hier avec son rassemblement militant et citoyen antiraciste que finalement, on arrive maintenant à avoir une génération d'élus qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas une France laïque, républicaine, universaliste. On est passé à un autre modèle qui est très inquiétant parce que je pense comme vous que, la France n'est franchement pas raciste, que les Français ne sont pas racistes, sinon on n'accueillerait pas 500 000 personnes comme ça, on en est à 500 000 personnes, l'équivalent d'une ville de Bordeaux chaque année, avec une population qui accepte, alors il y a peut-être une majorité silencieuse qui accepte de moins en moins, mais toujours est-il qu'on voit que ça ne fait pas du bruit et de la fureur autant que l'aimerait monsieur Mélenchon. D'autre part, attention au miroir déformant sur ce qui se passe à Saint-Denis. Il faut quand même rappeler que ce maire a été élu avec 13 506 voix sur 149 000 habitants. Oui, mais il y aurait eu 100 000 votants, il aurait peut-être eu le même score, il a été élu dès le premier tour. Ça veut dire que quand il instrumentalise le racisme, même parmi ses administrés, il y a des tas de gens issus de l'immigration qui estiment que la France n'est absolument pas raciste et qui sont très heureux de vivre dans notre pays et qui se sentent complètement... Là où vous avez raison pour le miroir déformant, c'est par rapport à la manifestation hier, le meeting hier de la France Insoumise, qui a réuni, selon les sources policières, 6 000 personnes, dans la deuxième ville d'Île-de-France, avec plus de 150 000 habitants. Bon, c'est pas vrai. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit là, c'est pas possible. Donc 6 000 personnes, c'est un échec pour la France Insoumise. Et à tel point qu'ils veulent refaire une manifestation le 3 mai prochain, et cette fois-ci à Paris. Et ils vont avoir cette boussole-là régulièrement. Mais ça n'a pas pris hier.
Mais ça, les médias ne le disent pas. Je voudrais qu'on aille sur les séquences point par point. J'ai plein de séquences à vous faire écouter parce que c'est des séquences que les médias n'ont pas montrées. C'est tout un système. C'est le mariage entre le système politique et le système médiatique. Vous allez écouter Nadège Abomangoli, qui est députée La France Insoumise du 93. Elle a pris la parole hier, par exemple. Quand je vous dis que c'est un meeting LFI, et que on était vraiment dans des déclarations qui étaient parfois radicales. Elle parle de racisme d'État, de police qui s'en prend toujours aux Noirs et aux Arabes. Écoutez. Le sujet, c'est cette République malade qui fabrique le racisme d'État, avec des ministres qui distillent des fake news contre Bali Bakayogo pour le mettre au pas. Ils n'y arriveront pas. Avec un ministre de l'Intérieur qui veut dissoudre un collectif contre l'islamophobie, ils n'y arriveront pas. Avec des préfets qui sortent de leur rôle et qui viennent nous dire ce que nous avons le droit de dire ou pas, surtout lorsque cela concerne des policières qui touchent toujours les mêmes, les Noirs et les Arabes. Surtout quand ça concerne des violences policières qui touchent toujours des Noirs et des Arabes. Est-ce que Laurent Nunez, qui a considéré que la séquence tronquée la semaine dernière était des propos ignobles, là on a la séquence, elle a été entendue, dite par une députée. Est-ce que le premier flic de France va condamner ces faits, cette déclaration, peut-être même parce que là on attaque la police, directement, on dit qu'elle est raciste, qu'elle attaque qu'elle s'en prend qu'aux Noirs et aux Arabes. Est-ce qu'il va y avoir un signalement? Non. Est-ce qu'il va y avoir un signal? Mais non, mais ça peut être intéressant. Pourquoi vous dites jamais? Il y en a jamais. Je sais pas, moi j'espère rien. Je veux savoir s'il y a une indignation à géométrie variable, place Beauvau. On a vécu une époque, vous et moi, où quand un député tenait ces propos-là, le ministre de l'Intérieur réagissait, non pas dans l'heure, mais dans le quart d'heure. Le fait que Laurent Nunez n'ait pas répondu est déjà en soi. Mais parce que personne l'a vu. Mais non. Mais Laurent Nunez le sait. Personne n'a diffusé cette séquence, par exemple. Laurent Nunez le sait. Il est ministre de l'Intérieur, on lui fait des notes sans arrêt. Et pourtant, tous les médias étaient présents hier. Un député à Saint-Denis qui dit qu'il y a un racisme d'État, il est au courant immédiatement. Donc, racisme d'État, qui fabrique un racisme d'État, que la police, sur les violences policières, l'extension du domaine du racisme. C'est le fond du problème. S'en prend toujours aux Noirs et aux Arabes. L'absence de réaction des politiques ou l'absence de réaction du préfet du 93, l'absence de réaction crée un appel d'air dans lequel LFI s'enfonce. Oui. Ils testent. Il n'y a pas de réaction. Gilles Torres. Mais Marc, ils sont dans une immense entreprise de désorientation et de diversion. C'est-à-dire que depuis une semaine, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une mairie qui était attaquée notamment et ça pourrait ressembler à des attaques du narcotrafic. On a eu des accusations de narcotrafiquants qui auraient été dans cette campagne des élections municipales à Saint-Denis. On a eu des maires, notamment de droite, des maires sortants, qui ont été humiliés, intimidés, dont les enfants ont été menacés. C'était le cas du maire sortant de Mantes-la-Jolie. On a Rima Hassan qui a été prise en garde à vue avec des stupéfiants. On a Raphaël Arnaud qui fait son retour à l'Assemblée nationale. Donc on voit très bien une diversion. Ce qu'elle réfute complètement. Non mais vous parlez d'un climat, d'un climat général. Là, au-delà du climat, là, c'est factuel. C'est une diversion. La séquence de la députée Nadège Abomangoli, c'est une déclaration nationale, d'ailleurs. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je suis pas certain qu'on voit une diversion de court terme dans la mesure où c'est quand même un discours sur la police qu'on entend depuis des années maintenant à LFI, un discours qui est d'autant plus invraisemblable, qui a sans doute plus de diversité dans la police française, qui est une grande police républicaine, que dans bon nombre de meetings de la France insoumise dans les grandes métropoles où on retrouve beaucoup de bobos blancs pénitents des beaux quartiers. Ce discours a de plus en plus de prise dans certains pans du territoire. Maintenant, Dieu merci, il est extrêmement minoritaire dans le pays réel. Les Français soutiennent leur police, une police qui éprouve de nombreuses difficultés au quotidien, 15 000 blessés par an, il faut le rappeler. Mais la prise de parole cette semaine, elle était importante de Laurent Nunez. On va voir ce qu'il va dire dans les prochaines heures. Est-ce qu'il va, lui, le premier flic de France, soutenir sa police qui est ciblée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale hier à une manifestation dite antiraciste? Voilà ce qui s'est passé. Hein? Ce serait la moindre des choses. Je serais policier, effectivement, j'attendrais que mon patron me soutienne dans ces cas-là. Ça, c'est une évidence. Mais encore une fois, c'est des séquences qui n'ont pas été relayées. Parce qu'il fallait pas montrer ça dans les médias. C'était pas ça le récit hier. Le récit, c'était une foule immense venue soutenir un maire attaqué et menacé, etc. Et il faut fermer ces news. Il y a pas de drapeau français, personne n'en a parlé. Si, il y en a eu, justement, j'ai regardé. Véronique. Il y en a.
Oui. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a un appel d'air du côté du gouvernement, puisqu'il n'y a pas de réponse. On peut imaginer que quand, si Bruno Retailleau était encore ministre de l'Intérieur, il aurait déjà répondu. On est bien d'accord. Donc, si vous n'avez pas de répondant, forcément, la France insoumise va toujours de plus en plus loin. Autre cible, et on parlera après du Parti socialiste et de SOS Racisme, et qui ont été hués, pour ne pas dire humiliés, à cette manifestation à laquelle ils ont participé. L'autre cible, c'était Bruno Retailleau. On va écouter la conseillère municipale à Saint-Ouen, Madame Manon Montmirel, et Éric Coquerel, qui a également attaqué Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, c'est dans les pas de Pétain. Voilà où on en est. Voilà le climat dans lequel... Mais parce que lui, c'est un adversaire. Madame Montmirel, elle disait quoi? À l'époque, elle était collaboratrice de Monsieur Coquerel et elle disait que la France était un pays de racistes. Sauf que parce qu'elle était mécontente des résultats des élections législatives. Si compare Retailleau à Pétain, c'est la loi. Écoutez. Le fait d'être racisé dès notre naissance, sur la base d'un imaginaire collectif qui nous condamne à un statut d'infériorité, toujours relégué à la périphérie de l'universalité et de l'humanité. Et parce que nous dénonçons ça, nous sommes attaqués, voire même traités de racistes. Il y a les propos de nos ennemis idéologiques, à savoir les réactionnaires, les anti-révolutionnaires comme la droite de Bruno Retailleau. Le 4 avril, la France antiraciste est de retour. C'est le début d'une réponse à leur monde. Ce monde, ça a été dit tout à l'heure, que résume Retailleau. La nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, dit-il, ce n'est pas notre France, heureusement. Lui, c'est la France de Morois, c'est la France de Pétain, c'est la France des Français de papier, c'est la France du droit du sang. La nouvelle France, elle n'est pas séparatiste, elle est généreuse, elle a vocation à unir le peuple, à le dynamiser, parce que nous sommes partageux, nous. Notre France est ici, la République c'est nous. Et Madame Montmirel expliquait que Bruno Retailleau se retrouvait dans la France de Pétain et de l'OAS. Faut rappeler qui est Manon Montmirel. C'est la représentante de l'aile gauche la plus radicale de la France insoumise. C'est la suppléante d'Éric Coquerel, très proche d'Assa Traoré. Et c'est aussi une femme politique qui avait dit en 2019, après les résultats des élections européennes, qu'elle suggérait à la France et à tous les Français d'aller niquer leur mère. Voilà qui est cette personne. Donc pardonnez-moi, mais sa lecture du moment politique que l'on vit me laisse personnellement de marbre. On est dans un état de droit, et il y a une loi qui s'appelle la loi Guesso, elle a été faite, elle a été heureusement appliquée, qui condamne le relativisme, le révisionnisme et l'apologie. Et on est dans le relativisme à 100%. Quand on compare Retailleau à Pétain, c'est la case tribunal. Le problème de ce pays, c'est qu'on n'applique plus les lois. Cette personne doit aller devant les tribunaux. La loi Guesso, elle a toujours été super bien appliquée contre Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a toujours été condamné à cause de cette loi Guesso qui brime la liberté d'expression. En revanche, il n'y a pas un élu de gauche depuis le 7 octobre 2023 qui a été condamné à part c'est pas appliqué. Laissez terminer Jules Torres. Non, elle a été appliquée une fois. Mais en tous les cas, vous dites depuis le 7 octobre pas une seule fois, le fait est que le calendrier judiciaire s'accélère pour Rima Hassan et qu'à partir du 7 octobre, elle répondra devant la justice de ses déclarations ou des relais qu'elle a pu faire sur les réseaux sociaux. On a parlé de ces déclarations qui n'ont pas été vues dans les médias. On a présenté aussi ce rassemblement hier comme un grand rassemblement des associations, partis qui luttent contre le racisme. Ça a été aussi l'heure des règlements de compte. Pourquoi ? Pour le Parti socialiste et pour SOS Racisme, qui se sont fait huer. Nous en parlons juste après la publicité. Vous le savez, c'est la formule consacrée, la révolution dévore toujours ses enfants. Et hier, le monde médiatique a présenté ce grand rassemblement comme aussi une possibilité d'unir les gauches. Le climat pour les associations de gauche comme SOS Racisme ou comme pour le Parti socialiste, il n'était pas le même que pour la France insoumise. Ali Duhara, pour ne citer que lui, député LFI, a par exemple expliqué que cette gauche dite caviar, soit elle revenait à la raison, soit elle allait dégager. C'est le maire Nouvelle-France de la Courneuve. Le maire Nouvelle-France de la Courneuve. Vous avez entièrement raison. Alexis Prince nous résume cela. Le Parti socialiste et SOS Racisme hué à Saint-Denis. Vous voyez le sujet là aussi qui n'a pas été présenté par les médias ces dernières heures. Le premier à avoir attaqué Bali Bagayoko, ses camarades et la campagne de Saint-Denis en disant qu'ils étaient liés au narcotrafic, c'est bien Mathieu Hanotin, maire sortant socialiste.
Le rassemblement contre le racisme de samedi a parfois pris les allures d'un règlement de compte entre deux gauches. La première génération d'antiracistes, incarnée par les socialistes et SOS Racisme qu'ils ont fondé dans les années 80, a été conspuée par les nouveaux décoloniaux de la France insoumise. Exemple le plus éloquent, la prise de parole du maire de la Courneuve. Rappelons-nous du Parti socialiste. Rappelons-nous de SOS Racisme. C'est leur inconséquence politique qui a fait qu'une nous en sommes là aujourd'hui. À la tribune, le bilan de la présidence socialiste de François Hollande en a également pris pour son grade. Rappelons-nous de la déchéance de la nationalité. Rappelons-nous du printemps républicain. Enfin, le maire dionysien Bali Bagayoko a enfoncé le clou en accusant les dinosaures de la gauche de faire monter l'extrême droite et en les appelant à la repentance, alors même que des bataillons du PS étaient présents dans la foule. Votre présence doit vous engager bien sûr à agir à nos côtés en toutes circonstances, doit vous engager aussi à exprimer un pardon, parce que c'est dans le pardon qu'on arrive aussi à reconstruire. Des reproches à sens unique auxquels les principaux concernés n'ont pas eu de droit de réponse, le tout sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon. Le groupe vit bien. Jules Torres. Non mais ce que je trouve le plus dingue, c'est que cette affaire et cette fabrique du mensonge qui s'est fait en quelques heures, elle a notamment été le fait du Parti socialiste et de SOS Racisme. C'est les députés, notamment les élus du Parti socialiste, qui dès le samedi reprennent les propos tronqués de Monsieur Dorido et de Monsieur Onfray. C'est SOS Racisme qui le lundi publie une tribune dans le journal de gauche Libération pour dire qu'il faut fermer ces news et pour dire que Monsieur Bakayoko est un formidable maire qu'on n'a surtout pas le droit d'attaquer. Donc c'est intéressant de voir en effet que de toute manière, ils auront beau faire des louanges à la France insoumise, tresser des louanges à la France insoumise, ils se feront insulter en permanence. Et le meilleur exemple, c'est Fabien Roussel. Fabien Roussel, il aura beau retourner à la soupe à chaque fois, faire des alliances. Il en veut pas, hein. Il en veut pas là des alliances. Il a dit le pire candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de second tour, c'est lui. Je vous rappelle quand même qu'ils ont refait des alliances la semaine dernière aux élections municipales, que toutes les villes que la France insoumise a gagnées, c'est des villes où il y avait une alliance avec le Parti communiste français et que Monsieur Roussel a été qualifié de Doriot par Jean-Luc Mélenchon. Et ça, visiblement, ça ne le dérange pas. Oui, et puis les socialistes sont peut-être des traîtres, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les insoumis sont des ingrats dans la mesure où ils ne font que récolter aujourd'hui les fruits bien mûrs de toutes les politiques conduites pendant 40 ans par le Parti socialiste. Je pense à la politique de la ville, je pense à l'ouverture des frontières, au passage de l'assimilation à la logique d'inclusion, à l'antiracisme militant, à la discrimination positive. C'est vraiment ça qui a pavé la voie de la nouvelle France. Donc on le voit une fois de plus, c'est pas la première fois. La révolution dévore ses enfants. J'espère que certains en tireront des conclusions à gauche, mais je pense qu'il est un peu tard pour ça et que Mélenchon a un boulevard pour 2026. Chère Véronique. Oui, mais je crois que cette élection montre notamment à Saint-Denis qu'il y a un basculement démographique, une partition communautaire. Ils s'en donnent à cœur joie parce qu'ils se disent, LFI, on a la dynamique pour nous. Et on peut les comprendre puisque du côté du Parti socialiste, on n'entend personne, on n'entend personne condamner les outrances, on n'entend personne prendre parti pour proposer un nouveau projet de société. On l'a vu au moment de l'affaire Quentin de Ranc, la mort de ce jeune homme à Lyon. On a bien vu que c'était le silence radio du côté de François Hollande, du côté de Bernard Cazeneuve, du côté de François Ruffin, par rapport aux outrances de Jean-Luc Mélenchon. Or là, il y avait quand même une carte à jouer pour essayer de récupérer un certain peuple et le peuple de la Nouvelle-France, parce que ces gens-là, si vous voulez les laisser entre la main de la France insoumise, mais qu'est-ce que ça va être? Ça va être de pire en pire. Écoutez, Julien Drey a dit quelque chose d'essentiel. Non, qui devrait être capable de parler. Vous avez Julien tout à l'heure qui a dit quelque chose d'essentiel. Il y a aussi la question du bilan, c'est-à-dire que au-delà des déclarations, des outrances, ou des menaces ou des manières de tordre la réalité. Factuellement, il faudra voir ce que produisent les élus, quels qu'ils soient d'ailleurs, et ça sera sur le moyen ou sur le long terme. Avant les dernières élections municipales, et ils ont perdu ces deux mairies-là. Donc les deux mairies. Donc voilà, la question du bilan, la question elle sera essentielle. S'il vous plaît, il ne reste que quelques minutes, 15 minutes seulement, et Monsieur Bali Bagayoko était l'invité d'M6. Donc on va découvrir à l'antenne, c'était aux alentours de 20h, il était l'invité d'Anne-Sophie Lapix, et il a pu échanger avec la journaliste Anne-Sophie
Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix qui va l'interpeller en disant est-ce que les propos qui ont pu être relayés sur CNews sont aussi tendancieux que les propos de Jean-Luc Mélenchon qui est souvent accusé d'antisémitisme. Je vous propose d'écouter. La question est un peu alambiquée, mais je vous donne le contexte. Je ne sais pas si c'était exactement comme ça. Je vous le dis en toute transparence, c'était pendant notre émission. Donc découvrons ce que dit Monsieur Bagayoko. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est pas ce qu'on vous a fait exactement, c'est-à-dire proférer des injures sans qu'elles soient directes pour pouvoir dire ah mais c'est pas ce que je voulais dire et j'ai pas fait exprès. C'est ce qu'on a fait avec vous sur CNews. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les méthodes utilisées pour y compris discréditer le propos de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres d'ailleurs, ce sont les mêmes méthodes qui ont été bien sûr appliquées. C'est pas ça que je dis. Hein. Oui, non mais d'accord, mais est-ce que ça revient à dire que Jean-Luc Mélenchon tient des propos antisémites? Non. Aujourd'hui, il n'a jamais été condamné pour cela. Ils vont vous dire la même chose sur CNews. Ce sont pas des propos racistes. Oui, mais ce sont pas des propos racistes, mais la justice tranchera. Et alors c'est cette dernière phrase qui est intéressante. Moi, je la comprends comme ça. C'est vous ne pouvez pas dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, il n'a jamais été condamné comme tel. Vous ne pouvez pas dire que les propos qui ont été tenus sur CNews ne sont pas racistes. C'est à la justice de le déterminer. Alors à ce moment-là, si c'est à la justice de le déterminer, Monsieur Bagayoko, depuis une semaine d'expliquer ci et là que les propos qui ont été tenus sont racistes, n'avait pas de sens, si ce n'est de créer un univers médiatique et politique, mais à ce moment-là, vous auriez dû dire je ne sais pas si ces propos sont racistes, en tous les cas, j'ai décidé de porter plainte pour injure publique, etc., etc. C'est des choses qui sont différentes. On voit que là, le discours est en train un tout petit peu de changer. C'est totalement différent. Et d'ailleurs, s'il fallait avoir des condamnations pour prouver l'antisémitisme, s'il y a vraiment un parti avec lequel c'est inutile, c'est les filles, pour une raison très simple. C'est que ils le revendiquent eux-mêmes. Ils le revendiquent eux-mêmes. Les sondages montrent que leurs électeurs, à 46%, adhèrent aux préjugés antisémites. Toutes les sorties qui ont été faites par les leaders de LFI sont totalement antisémites, il n'y a personne qui le conteste. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une stratégie de la LFI qui consiste grosso modo à se pavaner d'un espèce de racisme fantasmé pour se défendre face à un antisémitisme qui est avéré. Aujourd'hui, le LFI, dans l'inversion accusatoire, ça consiste grosso modo à traiter l'autre de raciste, et quand ça marche pas, et va nous dire finalement la justice va trancher. Mais comme si la justice était là pour trancher sur ce genre de sujet. Bah attendez, oui, là avec la sur justice. L'antisémitisme, c'est pas le cas. Bah là oui, sur l'antisémitisme, effectivement, on attend d'avoir une justice qui puisse répondre. Mais la réalité, c'est que les séquences qui ont été relayées sont des séquences qui ont été tronquées. Je n'attends qu'une chose, c'est de savoir ce que la justice va dire. Mais attention, on sent qu'il y a un premier non pas rétropédalage, mais une prudence que Monsieur Bagayoko n'avait pas tout au long de la semaine pour expliquer à quel point les propos qui avaient été tenus étaient racistes. Pourquoi ? Alors pourquoi je ne suis pas dans la tête de Monsieur Bagayoko ? Je ne suis pas dans la tête de Monsieur Bagayoko, mais peut-être que devant un tribunal, comme Monsieur Dorido et tout le monde le sait, n'a jamais affirmé ce que le maire de Saint-Denis prétend, et ben devant un tribunal, ça va être des propos qui ne sont pas ceux pour lesquels il est accusé aujourd'hui. Imaginez si demain, effectivement, la justice explique, et vous l'avez rappelé parce qu'il faut regarder tout dans le contexte, les propos qui ont été tenus ne sont pas de nature à engager des poursuites contre CNews. Imaginez le système médiatique, le système politique qui s'est vautré dans cette séquence-là. Alors restons prudents bien sûr, puisqu'il y a des enquêtes qui sont aujourd'hui en cours, mais il suffisait, au lieu de regarder les 40 secondes ou 30 secondes, que sais-je, sur les réseaux sociaux, peut-être de regarder sur le temps long, de voir aussi le documentaire La Fabrique de l'intox qui remettait en perspective tout ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire, même après ça, la France insoumise a réussi une partie de son projet et de son objectif, Jules Torres. Mais moi, cette séquence, je trouve que ça nous éclaire bien davantage sur le rôle du système médiatique et de la caste médiatique que sur la France insoumise. On savait que la France insoumise était le parti du mensonge, le parti de l'intimidation, parfois le parti de la violence, avec un certain nombre de ses députés et de ses cadres qui ont été condamnés, Jean-Luc Mélenchon en premier, Monsieur Delogu et évidemment Monsieur Arnaud. Mais cette caste médiatique, quand même, a repris des éléments de Twitter. C'est-à-dire que cette affaire, elle commence par un média
média, en tout cas un média internet qui s'appelle Alerte Info, qui est un média Twitter, qui est extrêmement partial, dont le fondateur est quand même quelqu'un qu'on peut classer à gauche, vu ce qu'il a dit notamment sur les électeurs du Rassemblement national. Donc c'est pas anodin qu'ensuite tout le système médiatique, sur la base d'un tweet déformé, reprenne tout un narratif qui est le narratif de la France insoumise. Parce que c'est un système qui vacille, mais qui reste encore fort, qui ne supporte pas ce qui se passe sur CNews, c'est-à-dire de parler du réel, et souvent ils ont non pas un mais 4 trains de retard. Ils sont contraints de traiter des sujets que ces dernières années ils ne traitaient pas, et s'il y a un aspect comme ça qui les rend dingues. Je vous propose d'écouter Monsieur Bali Bagayoko sur visiblement la fermeture de CNews. Monsieur Bali Bagayoko, je l'ai dit tout au long du week-end, il était très content en 2023 de répondre à mes questions. C'était en juillet 2023 très précisément, et j'étais très content de lui poser toutes les questions, et je serais très content de le recevoir sur ce plateau pour parler de Saint-Denis, de revenir aussi sur la manifestation d'hier, revenir sur les violences. Vous savez, il y a des journalistes qui ont été violentés, et des femmes qui ont été insultées, menacées, violentées. De parler de cela avec Monsieur Bagayoko, savoir si, par exemple, un agent de sécurité qui est traité de noir de service, est-ce qu'il condamne ces déclarations-là, Monsieur Bagayoko? Donc, encore une fois, mais je cesse de me répéter, qu'il vienne, il est le bienvenu, bien sûr. La fermeture de CNews pour Monsieur Bagayoko, on va découvrir ensemble, c'était il y a quelques instants sur M6. La justice tranchera, mais vous voulez aller plus loin, vous voulez que l'Arcom ferme CNews. Alors, pourquoi? Parce que, vous savez, les élus de LFI ont continué à aller sur CNews parce qu'ils estiment qu'il y a des gens à récupérer, qu'il y a un public à rencontrer. Vous voulez mettre un mur fini? Non, moi je tiens les deux. Je tiens à la fois parce que j'ai eu l'occasion d'aller sur les plateaux CNews. Donc moi je considère que partout où l'extrême droite se trouve, nous devons les affronter yeux dans les yeux. Alors pourquoi la fermer? Et la deuxième chose, c'est aussi d'aller dans un message qui est un message radical, qui permet ensuite d'ouvrir une autre porte. C'est-à-dire que l'idée de dire que je souhaite la fermeture de CNews, chacun comprendra que c'est pas Bali Bagayoko du haut de son petit pouvoir qui va pouvoir le faire. En revanche, et pourtant, c'est une injonction à l'Arcom qui pourtant a déjà fermé une chaîne. On peut pas dire, on va l'accuser de mollesse. J'ai l'intime conviction que l'Arcom, en fin de compte, ne réagit pas essentiellement aux injonctions de Bali Bagayoko. Donc, ils feront leurs enquêtes, tout ça. Mais l'idée, c'est de dire qu'on atteint un niveau de gravité. Heureusement. C'est pour ça que je dis que l'objectif de mon propos est évidemment de figer, en fait, le regard sur ce qui s'est passé et obliger celles et ceux qui sont en responsabilité d'agir, y compris l'Arcom. Il est moins habile ce dimanche qu'il ne l'a été tout au long de la semaine, parce que là, il dévoile une stratégie assez malhonnête, c'est de dire, moi, d'ailleurs, il parle de lui à la 3e personne. Sur la forme, je suis pas sûr que ça plaise aux Français, une personne qui parle de lui à la 3e personne, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et sur le fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut aller dans la radicalité, sidérer tout le monde, mais moi, je peux, en soi, c'est pas seul que je vais pouvoir faire les choses. C'est très intéressant d'avoir cette déclaration. Jules Torres. Oui, non, mais on sent qu'il est en train peut-être de rétro-pédaler. En tout cas, il est moins à l'aise avec le narratif qu'ils ont essayé d'instaurer depuis maintenant une semaine, parce qu'ils savent très bien que, je pense qu'ils voient bien que devant un tribunal, les propos de Monsieur Onfray, les propos de Monsieur Dorido, à mon avis, ne seront pas condamnés parce qu'ils ne sont pas condamnables, parce que c'est des extraits qui sont tronqués, qui sont déformés, avec des tweets qui sont mensongers, et résultat, à la fin, eh bien oui, on fait passer quelque chose qui est dit pour ce qui n'a pas été dit, en tout cas dans son ensemble. Et c'est là où Éric Zemmour, d'ailleurs, avait raison. C'est ce qui peut s'apparenter à de la dénonciation calomnieuse, bien évidemment. Séquence encore hier, là aussi, alors peut-être que Anne-Sophie Lapix avait enregistré l'entretien avant la manifestation. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été fait. Est-ce que c'était en direct? Je ne crois pas, puisque des séquences avaient été déjà relayées dans la soirée. Mais peut-être que, et je ne l'ai pas vu, et vraiment en toute honnêteté, peut-être que Madame Anne-Sophie Lapix, qui est une grande journaliste, et a posé les questions aussi sur les violences qui ont pu toucher les journalistes de Frontières. Je vous propose de voir cette séquence. Jordan Florentin, qui a été donc menacé, insulté, attaqué directement, et dont l'agent de sécurité a été une nouvelle fois traité, parce que c'était déjà arrivé il y a 1 an, de noir de service, dans une manifestation antiraciste. Tout va bien. Vous pouvez presque ça. Pardon, s'il vous plaît, touchez pas la caméra. S'il vous plaît. Allez, tu peux discuter, mais tu touches pas. Non, il n'y a pas de discuter. Pas de facho chez nous. On veut pas de frontières à Saint-Denis, là. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi le facho, là. Vous partez d'ici. Je veux dire devant la caméra de vous m'insulter. On va au tribunal quand tu veux. Vous pouvez décliner votre identité. T'es un nazillon. Votre identité.
Je te dis, tu me files pas, toi. Vous êtes sur l'espace public, vous venez devant la caméra. Écoute. Ne touchez pas la caméra, s'il vous plaît. Laisse-le. Toi, tu sais quoi? On va se voir au tribunal bientôt. T'es pas au courant, hein? Mais moi, je te le dis. Parce que vous m'avez traité de nazi? Je lui dis, t'es un petit nazillon. T'es un petit nazillon. Ouais, laisse-le. Touchez pas notre matériel, s'il vous plaît. Laisse-le filmer. Vous ne touchez pas notre matériel, monsieur. Monsieur, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non. Je me fais traiter de singe pour ces gens. Non, ça va pas se passer comme ça. Et Eva Duparc, la journaliste de Frontières qui était avec une cadreuse, 2 femmes qui ont été malmenées, agressées, verbalement, intimidées, à tel point que elles aussi, les journalistes de Frontières, ont dû quitter les lieux. Mais elles sont courageuses d'y aller, parce que dans le climat actuel, après une semaine où on vous explique que vous avez traité le... Et le pire, c'est que ça marche. On le voit là, on l'a entendu dans le reportage. Pas de facho chez nous, c'est la formule magique. Mais quand même, enfin moi, c'est délirant. À un an d'une présidentielle avec les enjeux qui se posent pour la France, moi je trouve que c'est délirant. Eva Duparc, écoutez-la, c'était justement hier son témoignage. Ces personnes ont tout de suite repéré Jordan Florentin, puisque bien évidemment il est quand même assez connu du public maintenant. Il a tenu une trentaine de minutes, puis après s'est fait très rapidement prendre à partie, insulter, le matériel cassé et j'en passe. Moi, avec ma cadreuse, j'ai pu rester un peu plus longtemps, on va dire, une trentaine de minutes en plus. On a pu interroger quelques personnes, en tout cas celles qui acceptaient de nous répondre. Très vite d'ailleurs, les personnes qui acceptaient de nous répondre étaient traités à leur tour de collabos, j'en passe, c'est-à-dire qu'ils disaient comment vous pouvez accepter de répondre à un média raciste comme ça. Donc ça a duré quelques temps, c'était quand même calme, on va dire, au début. Puis d'un coup, 2 femmes se sont, ont commencé à crier et à nous interpeller de loin en nous traitant de fachos, de racistes. Donc là, on est sur des intimidations verbales. Jordan Florentin, on s'en est pris à son matériel. Il a été contraint d'être exfiltré. Mais par exemple, ce témoignage, vous pensez que les médias ont essayé de contacter Eva ou Jordan Florentin pour lui dire, écoutez, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu lors de la manifestation à Lyon, en hommage à Quentin Durand? Tous les médias étaient concentrés à l'idée de quoi? Savoir s'il y allait avoir des nazillons, combien de saluts nazis il y allait avoir. Pendant des heures, tous les jours, on a suivi justement ces saluts, etc., pour ne plus parler de la manifestation, du rassemblement en lui-même, en hommage à un garçon, quelles que soient ses idées, qui a été tabassé à mort par des individus proches de la Jeune Garde ou de la Jeune Garde, dont le fondateur est actuellement de retour à l'Assemblée cette semaine. Tout est intimement lié. Tout est intimement lié. Imaginez un seul instant que ce qui est arrivé à Jordan ou à Eva serait arrivé à un journaliste de gauche dans une manifestation de droite. Tout le monde en aurait parlé. Nous les premiers. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre le journaliste de gauche ou de droite. Et d'ailleurs, j'ai appris et j'apporte tout mon soutien à cette journaliste de BFM qui a été également violentée pendant la manifestation, mais la France Insoumise tout de suite s'est excusée en disant que c'était pas normal. C'est systématique. On se rend bien compte que à chaque fois qu'il y a une manifestation de gauche, il y a des tentatives d'intimidation, des violences contre ceux qui sont considérés comme de droite. Mais par contre, dès qu'il y a une manifestation de droite, c'est l'inverse. Vous avez des provocations de pseudo-journalistes dits de gauche qui se mettent des autocollants presse sur leur casque de vélo et qui viennent provoquer les manifestants en espérant obtenir une réaction et qu'un de leurs copains ira filmer. C'est quelque chose qui n'est pas dénoncé. Mais c'est cette espèce de jeu qu'à la gauche avec les journalistes, c'est extrêmement dangereux parce que c'est immédiatement interprété comme une tentative de limiter la liberté d'expression. En un mot, cher Joachim, et ensuite les images qu'on voit sont inacceptables, mais elles ne sont rien surprenant dans la mesure où ça fait des années que la France Insoumise surfe sur une violence d'atmosphère et met des cibles sur la tête des journalistes. Il faut quand même rappeler les propos de Jean-Luc Mélenchon en 2018 qui disait que la haine des médias et de ceux qui les animaient était juste et saine. Donc cette brutalisation du débat public, elle est condamnable, et ce qui est encore plus condamnable, je crois, c'est la complaisance du système politique, mais aussi du système médiatique qui renvoie tout le monde dos à dos. Écoutez, merci pour cette émission. Merci à tous les 4. Merci à Julien Duroux qui a préparé cette émission. On a voulu vous apporter aussi des éléments qui n'ont pas été vus ailleurs. C'est aussi pour ça que cette émission est suivie par de nombreux Français qui ont bien compris qu'il fallait aussi parler du réel, ne pas détourner le regard quand cette actualité peut déranger. Et ont bien compris aussi toute la manipulation qu'il y a pu avoir tout au long de la semaine d'un système médiatico-politique qui n'aime pas trop CNews, visiblement. Merci à tous les 4. On dit que nous sommes tous liés à notre âme sœur.